Écoutez, merci à tous d'être venus et bienvenue à la soirée TechIt Strasbourg. Aujourd'hui, pour cette première table ronde, car je rappelle qu'il y a deux tables rondes, il y en a une à 19h30 juste après. Cette première table ronde, elle porte sur le marché de la tech à Strasbourg. Donc on va parler de plusieurs sujets, notamment faire un petit état des lieux, les acteurs en présence, parler un petit peu aussi de l'attractivité du bassin strasbourgeois. Ensuite, on va aller plus sur les tendances technologiques, que ce soit côté développement, data, toutes ces choses-là. Et enfin, les enjeux de la région de Strasbourg sur le marché de la tech. Voilà. Avant de laisser ces messieurs se présenter, je voulais juste faire vous parler rapidement de TechIt. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien TechIt. Souvent les gens viennent pour l'événement, mais il faut savoir aussi que TechIt, c'est une plateforme digitale avant tout, où vous pouvez retrouver des actualités, des offres d'emploi et tous les événements qu'on organise, parce qu'on organise du coup à Strasbourg. C'est le troisième événement qu'on fait à Strasbourg, mais on organise également des événements partout en France, à Bruxelles et au Luxembourg. Voilà. Et du coup, je vais laisser Harrison commencer pour se présenter. Merci. Je suis Harrison Vernier, développeur Java et AS400 chez Addis. Et je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je reste dans le technique, moi. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Moi, Thibaut Gascard, du coup, je suis consultant en recrutement chez Hays. Et en fait, je vais être spécialisé aujourd'hui dans le domaine de l'IT, plus précisément les postes en CDI. Et je vais être présent sur toute la typologie de postes spécialisés en développement. Donc vraiment tout ce qui touche au développement, que ce soit le web, le software, l'applicatif et l'embarqué. Et aussi tous les métiers de la data et de la business intelligence. Donc aujourd'hui, j'ai un périmètre assez large qui me permet de toucher un peu à tout type de métier et de pouvoir potentiellement répondre à un maximum de questions par rapport au marché à Strasbourg. Voilà. Et bonsoir à toutes et tous, moi je m'appelle Lionel Brosius, je suis le directeur de l'école d'ingénieurs EPITA qui est basée à Strasbourg et on va dire que je vais apporter le côté universitaire, institutionnel à cette table ronde. Enchanté. Écoutez, merci messieurs. Du coup, il y aura un échange de 30 minutes. Et après, il y aura un espace pour faire des questions-réponses si vous avez des questions de 10-15 minutes avant d'enchaîner du coup sur la seconde table ronde. Du coup, pour commencer, messieurs, je vais faire un petit état des lieux des forces en présence sur la région de Strasbourg. Il y a notamment un secteur qui se démarque dans la région, c'est le secteur médical. Je ne sais pas si vous pouvez aller plus en détail sur ça. Oui, tout à fait. Surtout en fait dans le secteur de l'imagerie médicale. C'est, on va dire, très soutenu par le eCube, le laboratoire universitaire de Strasbourg, et pas mal justement de leurs doctorants et de leurs ingénieurs de recherche en fait sont recrutés juste après par des startups américaines. Donc là dernièrement, c'est Orthogrid qui s'est installé au niveau de l'IHU de Strasbourg et qui s'est fait racheter par Zimmer Biomédical. Donc, c'est une entreprise très sympathique. J'ai pu y travailler. C'est un rythme assez soutenu d'un côté américain. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Mais en travaillant là-bas, justement, j'ai pu découvrir que ce n'était pas en fait des cas isolés. Il y a pas mal de startups qui viennent d'un peu partout pour faire justement leurs recherches en France. Autre que le secteur médical, on a vu, c'est du coup en 2024 un géant de la tech américain qui a investi, qui compte investir en tout cas des milliards en France et notamment dans la région de Strasbourg. Donc c'est Microsoft qui veut construire des méga data centers. Est-ce que c'est quelque chose qui va voir le jour rapidement? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut espérer qu'il apporte vraiment au bassin de Strasbourg, Thibaut? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de date précise par rapport à ce data center. On imagine, parce qu'avant tout ça, il faut quand même le construire, ce data center. Ce n'est pas quelque chose qui va sortir de terre en un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Maintenant, effectivement, je pense que Microsoft, ils en ont parlé, c'est qu'ils vont le faire.
et je pense qu'ils ont l'air bien intéressés par le sujet. Ils vont effectivement investir 2 milliards d'euros dans ce projet-là. On parle grosso modo entre 200 et 400 emplois dans ce data center. Donc effectivement, pour la région de Mulhouse, parce que c'est plus Mulhouse que Strasbourg, ouais. Mais pour la région de Mulhouse et ses alentours, ça devrait être un beau boom, effectivement. Et est-ce que on peut savoir pourquoi du coup la région de Strasbourg, qu'est-ce qui rend en fait cette région plus attractive qu'une certaine autre? Moi, normand, j'ai pas vu Microsoft investir des milliards du côté de Caen. Ouais, bah alors en fait, ce qui est sorti un peu par Microsoft, c'est la proximité que Mulhouse peut avoir avec l'Allemagne d'un côté, la Suisse, le Luxembourg un peu plus lointain, pardon. Mais grosso modo, c'est un peu ce fait d'avoir cette proximité géographique avec différentes frontières qui aujourd'hui les intéresse, parce que j'imagine que dans leur pensée, ils se disent on va pouvoir aussi ramener des gens de Suisse, par exemple. Et on sait qu'aujourd'hui, la Suisse est une terre où il y a quand même pas mal de profils très intéressants aussi. Et je pense à des très belles boîtes. Donc je pense que c'est un peu leur but en visant Mulhouse et pas Strasbourg, c'est de se rapprocher le plus possible de la frontière suisse. Oui, alors on va parler de l'attractivité de la région certainement après, mais je vais crever un abcès. Je pense aussi que la région, surtout cette zone-là autour de Mulhouse, sans du tout manquer de respect à Mulhouse, qui est une très très belle ville accessoirement, je pense que c'est un petit peu moins cher de s'installer dans cette zone-là que de s'installer dans une autre capitale française. Et effectivement, le bassin tech à Mulhouse est quand même très actif avec des boîtes comme Clemcy, etc. Donc il y a quand même un marché là-bas, et même si par rapport à Strasbourg ça reste une plus petite ville, appelons un chat un chat, mais c'est pas si petit que ça par rapport à d'autres capitales régionales telles que Nancy-Metz. Donc voilà, le bassin rhénan est pas mal. Et potentiellement plus de place pour construire un data center aussi. Exactement. Ouais. Donc oui, on peut du coup passer sur l'attractivité, parce que c'est ça, il y a donc Microsoft, il y a de nombreuses startups américaines qui viennent dans la région de Strasbourg, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine attractivité dans la région strasbourgeoise, mais à contrario, par contre, on voit également que les jeunes ne restent pas forcément dans la région. Donc comment il peut expliquer aussi ce contraste? Le salaire? Non, bon, je pense qu'on n'est peut-être pas tous les trois les plus représentatifs, mais si on regarde toutes les entreprises qu'il y a dans la région, il y a des très belles entreprises, il y a de très belles opportunités. Sur la tech, vous êtes représentatif vous-même, mais on n'est plus obligé d'aller à Paris ou à l'étranger pour travailler sur des technos qui sont très avancés. C'est sûr que c'est plus facile parce qu'il y a plus d'opportunités ailleurs, mais on est capable de faire des choses quand même chez nous qui sont intéressantes. Ceci étant dit, le marché est quand même plus petit, je dis l'inverse de ce que je viens d'affirmer, mais on a une qualité de vie qui est appréciée. Et l'an passé, quand on avait fait ce panel-là, une de nos collègues qui était là disait qu'elle avait pas mal d'Américains ou d'autres pays centre Europe qui venaient en Alsace parce que même si on n'a pas la meilleure météo du monde, je vous l'apprends pas, on a tous les à côté qui sont quand même sympas et une qualité de vie qui est agréable. Moi, je vais rebondir surtout en fait côté data science. Souvent, les étudiants qui sortent justement d'un master qui est plutôt spécialisé en IA ne trouvent pas facilement à Strasbourg. Ça peut être à cause de plusieurs choses. Ils vont pas vers les bonnes entreprises. Petit 2, il y en a certains qui osent faire quelque chose d'assez, on va dire, standard. C'est ils partent à Paris pour faire 5 ans et là, ils reviennent. Et souvent, là, ça match. Parce que la problématique, c'est qu'actuellement, les pôles data science sont surtout dans les grandes villes comme Lyon, Paris. Mais à Strasbourg, on essaye de les développer. Mais pour ça, il faut un peu d'expérience. Comme quelqu'un qui est trop junior, c'est voué à chuter. Oui, alors... Encore une fois, moi je représente le côté universitaire. J'ai des étudiants qui sortent, ils sont diplômés d'école d'ingénieurs. Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Je regarde, j'ai environ 50% de mes étudiants qui décident de quitter la région, majoritairement pour s'installer en Ile-de-France, pour toutes les raisons que tu as dit. C'est plus facile d'avoir un premier emploi avec un relativement bon salaire, en tout cas supérieur à ce qu'on pourrait proposer ici. Par contre, il y a quand même, comme tu l'as dit, au bout de 4, 5, 6, 7 ans, des gens qui reviennent dans la région parce que
Ils ont des enfants, ils veulent un petit peu plus de confort, etc. Et on a beau dire, la vie parisienne, même si elle est très intéressante, elle a d'autres contraintes qui font que le retour dans la région est intéressant. Et je crois que j'en avais parlé l'an passé, mais typiquement l'Eurométropole de Strasbourg, toujours, a un programme assez ambitieux que je trouve plutôt intéressant. Mais alors, aucune des personnes dans la salle n'est concernée, je suis désolé d'avance. Mais ils organisent tous les ans à la Maison de l'Alsace, sur l'avenue des Champs-Élysées, un événement qui est ciblé pour les plus de 34 ans, qui sont originaires de la région Alsace, qui ont des métiers à responsabilité, des vraiment managers plus qui sont à Paris, et leur dire, ben voilà, vous avez un âge maintenant où ça peut être intéressant de revenir chez nous. On est un bassin d'emploi qui est quand même relativement dynamique. On a des opportunités pour vous proposer des postes de management assez élevés dans les structures locales, ou venez créer des boîtes. Vous êtes à un moment dans votre carrière où vous pouvez vous poser la question aussi, pourquoi pas je quitte le salariat en tant que tel et je reviens. Et ça marche bien. Ça fait 3 années qu'ils font ça. Je ne sais pas combien il y en a qui sont revenus, mais il y a environ 200 personnes sur Paris qui participent à cette soirée-là. Et je pense qu'il y en a un bon nombre qui sont revenus dans la région. Donc il y a une vraie volonté de faire du nearshore, refaire de Strasbourg une belle capitale. Écoutez, on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie de cette table ronde. C'est sur les tendances technologiques. Pour avoir fait des événements un petit peu partout en France, moi la techno qui revient côté développement, c'est surtout Java. Je sais que l'année dernière c'était également le cas du côté de Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? C'est une techno qui va toucher, on va dire, un panel un peu plus large. Aujourd'hui on a C#, .NET qui commence aussi à énormément émerger en Alsace. Et après effectivement on va avoir la base PHP, JavaScript pour tout ce qui est le web. Ce que je tiens à préciser, c'est que la stack au niveau de Java en tant que tel n'est pas très demandé. C'est surtout avec le framework Spring Boot. Et il y a un gros pôle Java, surtout parce qu'on a 4 entreprises qui le poussent énormément. Donc A10, EPS et c'était Pôle emploi, et la dernière c'était ES. Ouais, les S. Après sur Mulhouse, tu as aussi pas mal Clemcy, qui a pas mal de Java aussi. Donc, aussi du C++, mais bon, ils ont aussi un peu de Java. Après, il y a des grosses industries aussi, tout simplement, qui sont sur du Java aujourd'hui. Oui, et puis sur la partie .NET, tu l'as dit rapidement, mais on a un secteur bancaire, banque assurance qui est assez fort à Strasbourg. Et eux sont toujours assez consommateurs de .NET, pour ne pas citer Euro-Information, mais pas que. Et voilà, il y a un petit peu d'AS400. Ça fait aussi partie du legacy de la région. On va dire .NET avec des boosters. Exactement. Ouais. Pour pas le citer. Et du coup, avec la montée aussi de l'IA, il y a beaucoup de... moi, je vois beaucoup classement des langages, etc. Quand on tape. C'est Python qui remonte assez régulièrement. Mais pour autant, j'ai l'impression de ne pas l'entendre ressortir si souvent que ça, ce langage. Je dirais là-dessus que ça dépend du besoin. Si tu as besoin de performance, tu vas faire une esquisse en Python, essayer de faire un premier projet pour voir si ça fonctionne, pour après l'optimiser plutôt avec du C++. Ou si tu es quelqu'un de très sympathique, tu vas passer sur du Rust. Mais en soi, ça dépend beaucoup du besoin. Python, si c'est quelque chose qui est occasionnel, tu peux le laisser comme tel, surtout que maintenant ils se sont beaucoup améliorés au niveau de la compilation, au niveau de l'efficacité. Que tu peux faire aussi des interfaces web directement avec ton code Python, et ça reste plutôt clean. Mais après, si tu veux faire quelque chose de beaucoup plus pro, mieux vaut faire un petit switch. Bon, encore une fois, moi je suis pas le plus représentatif parce que je suis le domaine universitaire, mais je n'ai jamais aucune entreprise partenaire qui m'a parlé de Python. On l'enseigne, forcément, tous nos étudiants passent par là, mais je pense même que j'ai aucun étudiant qui a fait un stage en Python à Strasbourg, donc peut-être qu'il y en a qui en font, mais j'en ai jamais entendu parler. Donc. Ouais, après aujourd'hui Python, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très touché data en général. Aujourd'hui, tout data scientist doit maîtriser Python, c'est une vérité. En fait, dès qu'on va toucher à de l'IA en général, Python reste une base. Et pourquoi? Alors moi j'entends beaucoup, alors je suis pas développeur et je le serai jamais, qu'on soit bien tous francs là-dessus, mais c'est vrai que tout le monde nous dit très souvent que Python reste quand même assez facile à comprendre et assez facile à appréhender. Et du coup, c'est pour ça que dans l'IA, on utilise Python, parce que je pense que toute personne qui fait de l'IA n'est pas forcément un développeur de base. Donc,
Enfin, dans la data science, je veux dire, etc., c'est pas forcément des développeurs à la base. Là-dessus, je vais rebondir. En fait, l'intérêt de Python, c'est la communauté. Si Python n'avait pas sa communauté, ce serait beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire que si tu veux une fonction qui va, je sais pas, transformer tes données, les mapper pour autre chose, même peu importe la fonction mathématique que tu voudras faire, tu as 90% de chances qu'elle a déjà été intégrée en fait au sein d'une librairie. En 3 clics, tu l'importes et ça fonctionne. C'est pour ça que c'est quelque chose de moteur. On a R aussi, qui est un langage beaucoup plus statistique, qui est aussi utilisé en sciences des données. Mais je dirais que son look a un peu moins accroché que Python. C'est tout bon, Alexis. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Lionel. Et du coup, les entreprises partenaires, qu'est-ce qu'elles demandent surtout à la sortie, enfin, pas forcément à la sortie, mais ne vendent pas Python, mais qu'est-ce qu'elles demandent du coup? Ils nous demandent à nous de faire de la S400. Voilà ce qu'ils nous demandent. Et ça fait longtemps. Hein. Ça fait 16 ans que je suis dans le métier. Ça doit faire 15 ans qu'on me demande de faire de la S400. Non, tout ce qu'on vient de se dire là, Java, .NET, clairement, il y a une forte demande sur tout ce qu'on appelle dans notre jargon le génie logiciel. Alors ça veut tout et rien dire. Mais ouais, ils veulent qu'on ait une bonne maîtrise. Et si tout ce qui est DevOps. Aujourd'hui, on nous demande énormément de DevOps. Et ils attendent de notre part à ce que nos étudiants ils aient une meilleure maîtrise de toute la chaîne de production logicielle. Donc c'est sur ça qu'on est challengé aujourd'hui. Ouais. J'allais rajouter aussi un des problèmes qu'on a, que ce soit école d'ingénieurs, faculté, c'est la sensibilisation au niveau du testing. Ça, souvent on voit des jeunes profils arriver. Les TU, c'est anecdotique. Les TI, on sait ce que c'est de nom. Et les tests end-to-end, c'est pas un petit monsieur qui clique. Là-dessus, en plus, sachant qu'il y a pas mal de frameworks qui te facilitent la vie. J'avoue que personnellement, moi, mon petit bébé, ça reste Playwright pour les applications web. Tu as un recorder, tu fais tes clics, tu généralises ton code. Et là, hop, tu as une superbe magie. Tu as fait ton automatisation sur ton cas en moins de 15 secondes. Bon, j'exagère un peu. Et après, si tu es un peu plus déter, tu peux l'interfacer avec d'autres langages pour permettre à un métier ou quelqu'un qui n'est pas développeur de rédiger tes cas d'automatisation. Et là, quand tu viens dans une boîte avec ce genre de skill en temps normal et que tu leur proposes d'automatiser pas mal d'heures d'aide technique, ils t'ouvrent les bras. Moi j'avais un dernier point, donc on a parlé développement, testing, c'était peut-être côté, bon là, ça va pas être des tendances, mais côté cybersécurité, peut-être aborder rapidement le sujet. Je sais plus, c'est toi Lionel qui faisait partie du, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu du côté cybersécurité à Strasbourg. Oui. Alors, dans une de mes casquettes en tant que directeur de l'école EPITA, je fais partie de quelque chose qui est créé par Innov Grand Est. Donc, c'est une branche d'innovation régionale qui a pour but de faire communiquer les instances politiques et le marché économique. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'appelle le GT Cœur Grand Est. Le but, c'est justement de réunir tous les acteurs de la cybersécurité du Grand Est. Donc, pour le coup, il y en a vraiment beaucoup et qui sont basés sur tout le bassin alsacien, pour le coup. Ça va de Reims, Épinal, Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse. Donc il y a vraiment pas mal d'acteurs sur la cyber. Et le but, c'est de faire que ces acteurs parlent d'une même voix, fédèrent la branche et se recentrent. Donc vous m'avez demandé il y a 2 minutes si on me challengeait aussi sur quelque chose. J'ai oublié la cyber. On nous challenge énormément sur la cyber. Il y a beaucoup de besoins aujourd'hui et beaucoup de manque de profil, on va dire. Donc la région est un peu en retard, mais ça c'est quand même pas mal structuré. Donc il y a des écoles d'ingénieurs comme la mienne qui font de la cyber. On a de plus en plus de bachelors qui font aussi des formations en cyber. Et on a des entreprises qui font de la formation pro, donc pour des personnes comme vous, pour développer des branches de compétences supplémentaires en cyber. Tout ça pour dire, mais on a
peut-être plutôt en parler après, c'est que l'État français a créé une notion il y a quelques années qui s'appelle les cybercampus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le but c'est de réunir pareil, les acteurs étatiques et les acteurs économiques autour de lieux totems. À Paris, il y en a un, il est à la Défense, c'est le cybercampus de la Défense, c'est le premier. Un petit peu chaque région s'est structurée. Le choix des politiques de la région Grand Est, c'est de se dire que la région Grand Est est une grande région, c'est vrai. C'est factuel. Sur un territoire très étendu, ils ont décidé de créer non pas un lieu totem, ça aurait été la guerre, comme d'habitude Nancy, Metz, Strasbourg. Ils ont décidé d'en créer 7 sur à peu près tout le territoire. Donc ceux qui sont déjà lancés, alors il n'y a pas forcément la première pierre qui est posée, mais c'est en cours. Donc Nancy est le premier qui est le plus actif actuellement, Mulhouse est le deuxième, Strasbourg, il y a eu plusieurs réunions qui se sont faites là sur le dernier semestre 2024, donc ça va finir par enfanter. Mais le but, encore une fois, autour de ces différents lieux, c'est de réunir les acteurs et de permettre, surtout sur de la TPE-PME, pour le coup, d'avoir des interlocuteurs sur lesquels on peut réagir rapidement. Généralement, les grands groupes, ils ont déjà ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont en bas de l'échelle. Et je vous tourne vers toi, Thibaut, c'est plus côté, sur le côté recrutement, est-ce qu'il y a de la demande? Et on parlait aussi des profils, du manque de profils potentiels, est-ce que ça se ressent aussi? Ouais, alors moi, c'est pas du tout un domaine que je gère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu avec mon collègue qui est spécialisé dans le domaine. Il me disait qu'aujourd'hui, lui, dans son quotidien, c'est pas des métiers qu'il va gérer vraiment beaucoup. Il a quelquefois des demandes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez rare pour nous, chez Hays en tout cas. C'est assez rare qu'on fasse appel à nous pour ça. Merci. Et ben, on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc c'est les enjeux. On avait abordé le début, au tout début de la table ronde, le sujet des salaires. Pourquoi, Strasbourg pouvait être moins attractif, et ça m'a fait penser au fait que maintenant, aujourd'hui, il y a toujours cette solution du remote, full remote, qui est quand même un peu moins développé, mais je pense que c'est un enjeu aujourd'hui. Je me tourne peut-être plus vers toi, Thibaut, pour cette première partie, mais ouais, le télétravail, c'est notamment les jeunes qui arrivent sortis d'études, qui vont demander du télétravail. Comment ça se passe de ce côté-là? Très gros sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, sur l'Alsace, on a des entreprises qui, forcément, avec le Covid, etc., ont dû être obligées de faire du full remote, comme beaucoup d'entreprises. Mais tout de suite, à la sortie du Covid, les entreprises sont revenues à une normalité. Et aujourd'hui, sur l'Alsace, la normalité, c'est 2-3 jours de télétravail, grand maximum. Très peu d'entreprises sont au-delà. Et c'est vrai que, effectivement, on est dans un métier, enfin, vous êtes dans un métier où c'est possible de faire du full remote, bien entendu. Maintenant, je pense, moi, en tant que recruteur, et je le vends aussi à mes candidats, je pense qu'aujourd'hui, avoir des contacts avec ses collègues au quotidien, toutes les semaines, c'est aussi important. Et c'est un peu ce que fait l'Alsace aujourd'hui, c'est qu'il redore un peu cette image en se disant, on fait de la qualité de vie au travail, donc du télétravail, mais pas que, et aussi de venir sur site. Alors effectivement, ça va impacter aujourd'hui, si on parle de salaire entre la région parisienne et la région d'Alsace. Aujourd'hui, nous, chez Hays, on fait une étude de rémunération globale française. Aujourd'hui, on estime en moyenne qu'on tourne en dessous de moins 14% entre Paris et l'Alsace. C'est une moyenne, hein, ça dépend des postes, bien entendu. On n'est pas sur tous les postes, mais en gros, en moyenne, on va toucher un peu à ça. Voilà. Parce que Harrison, toi, t'étais parti, tu faisais pas du full remote à un moment donné? Non. Moi, je travaillais en fait pour une boîte américaine, mais qui avait fait une branche justement en France. Par contre, j'avais eu des propositions justement en full remote, plutôt avec un arrangement un jour par mois avec Miracle. Il y a aussi des entreprises allemandes qui sont très friandes. Donc là, c'est plutôt Merck, entreprise pharmaceutique, qui ont besoin d'ingénieurs de développement. Comme ils essayent beaucoup ils misent beaucoup sur l'IA pour les aider. Mais le problème des data scientists, je ne sais pas s'il y en a ici, et je pense qu'ils ne vont pas me lancer une pierre, c'est le code propre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience de récupérer le code d'un data scientist. Non? Vous verrez, c'est très rigolo. 5 boucles imbriquées, ça passe tout seul.
Et du coup, sur l'un des autres enjeux, excusez-moi, outre le télétravail, je voulais aborder le thème du freelance. Pareil, là que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, hein, on a quand même de plus en plus cette tendance à se lancer dans le freelance. Alors bon, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça on peut pas vraiment savoir, mais est-ce que toi tu ressens aussi, je me retourne vers toi Thibaut, parce que du côté RH. Non, alors effectivement aujourd'hui, moi je vais le dire comme ça, il y a du business pour les deux parties. Et comme vous, pour développeurs, etc., il y a du métier des deux côtés. Aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il y a plus de besoins en freelance que de besoins en CDI, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une entreprise, elle a un budget freelance et elle a un budget interne. Aujourd'hui, elle a des postes qu'elle va ouvrir en interne et des postes qu'elle va ouvrir en freelance. Aujourd'hui, rares sont les entreprises qui vont se dire « je vais prendre un freelance pour une mission que je peux avoir en interne ». Aujourd'hui, les entreprises elles vont très souvent se dire « le freelance, je vais le garder pour un projet que j'ai. Je sais que j'ai une mission de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y a une fin ». En gros, aujourd'hui, c'est vrai que la freelance, on va un peu la comparer à un CDD sur d'autres métiers, parce qu'aujourd'hui, le CDD en informatique, ça n'existe plus forcément, ça a été un peu rapproché par la freelance. Aujourd'hui, une entreprise... Donc c'est pour ça, en fait, il faut vraiment dissocier les deux. Moi, je travaille sur le CDI. J'ai des collègues qui sont d'ailleurs en haut, si vous voulez les voir après, qui sont spécialisés en freelance. Aujourd'hui, on travaille tous conjointement, main dans la main, et on s'aide. Moi, je travaille chez les mêmes clients, avec mon collègue sur la partie freelance. Donc, il faut vraiment se dire, c'est pas les mêmes besoins. Et vous voyez, en fait, typiquement, on va travailler sur les mêmes entreprises, mais pas sur les mêmes besoins. Je suis jamais en concurrence sur le même besoin avec mon collègue. C'est vraiment soit ils ont un besoin en freelance, soit ils ont un besoin en CDI. Donc je pense qu'aujourd'hui, là-dessus, c'est vraiment après aussi des personnes qui sont en CDI depuis 10 ans, 15 ans, qui cherchent un peu peut-être une flexibilité sur leurs horaires, sur plein de choses différentes, qui cherchent peut-être un peu aussi un peu plus de rémunération, parce qu'il est vrai que le freelance va très souvent rémunérer un peu plus qu'un CDI, c'est vrai. Et après, il y a d'autres gens, des freelances, qui sont freelance depuis 10 ans, 5 ans, qui reviennent à du CDI, justement pour retrouver une stabilité. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la balance, elle est faible. Oui, alors sans être un spécialiste du sujet, mais pour discuter avec des alumni, donc des diplômés qui ont 10, 15 ans d'ancienneté, le maître mot de la freelance toujours, c'est l'expertise tech. Vous pouvez pas être freelance si vous n'avez pas une expertise très pointue sur quelque chose qui est en tension. Donc freelance, c'est certainement un Eldorado, je ne sais pas si c'est bien formulé, mais c'est quelque chose qui attire beaucoup ceux qui aspirent à cette liberté pour un ratio effort-salaire qui est assez intéressant. Mais on peut facilement se brûler les ailes si on rate un changement technologique, etc. Donc freelance, oui, mais ça demande une certaine contrainte. J'allais dire aussi, ça peut être aussi un enjeu de circonstance. Notamment si tu as une occasion en or, tu peux ne pas être un expert technique, mais être là au bon moment. Là, j'ai pas mal d'amis dans ce genre de cas. Un qui a fini à ELISA, je sais pas si certains connaissent, à savoir quand même, elle est très demandeur. Et ils sont souvent en manque de profil. Et là, au cas où s'il y a des freelances, c'est le moment, ils vont avoir besoin de monde et de renfort. Parce qu'une petite boîte que je ne vais pas citer commence à les lâcher. Sinon, d'autres circonstances, ça peut être tout simplement le fait que tu sois proche avec quelqu'un qui est plutôt en tant que chef de projet. Et là, je parle de consultant chef de projet, là qui peut t'envoyer en fait des clients. Ça peut arriver. Tu peux être en bon terme, il sait que tu es bon techniquement, et là, il t'envoie en fait des clients qui viennent chez toi, mais pour faire du projet. Et là, mine de rien, tu avances à ton rythme. Tant que tes estimations au niveau du coût sont bonnes et que tu fais des livrables de qualité, tu gardes tes clients tout simplement. Je ne sais pas s'il y avait un dernier mot, parce qu'on est arrivé à court... Je vais rebondir un peu sur ce que Lionel a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la freelance, alors si vous voulez être un bon freelance, effectivement, il vaut mieux être spécialisé sur un domaine. Aujourd'hui, je fais une petite apparence sur Strasbourg, mais je vois quelqu'un ici qui est bien spécialisé dans le domaine de la freelance et sur une techno en particulier. C'est Android, le mobile. Android aujourd'hui, c'est vrai que Kotlin, par exemple, sont des technologies assez spécifiques, assez rares. Et typiquement, voilà, c'est typiquement les genres de sujets, quand vous êtes bien spécialisé, vous faites la différence. Je ne dis pas ça en mode tu es un développeur PHP, tu fais de la freelance. C'est différent dans le sens où tu es plus noyé dans une masse, alors que demain, tu es un expert IA, par exemple, tu es un expert en cyber, tu es un expert en cloud, tu es un expert en AS400.
la freelance sera beaucoup plus facile que si tu es un développeur de PHP Symfony qui va faire du développement web, par exemple. Voilà. Tout simplement parce que aussi les entreprises vont moins faire appel à du freelance pour un développeur web PHP Symfony, tout simplement. Très bien. Bah écoutez, on va prendre ça pour le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, messieurs. Bravo. Merci à toi, Alexis.